Bien, donc, reprenons avec quelques questions qui peuvent aussi venir de la salle. Et je sais que Thomas Fauché, qui vient d'arriver, enfin, plutôt qu'assister à la séance, aura quelques questions. Et une chose qui m'a frappé est le fait qu'on a un plus grand spectre à Myosormos que dans le reste du désert. Ça, c'est normal puisque c'est un port, mais qu'à Bérénice. Est-ce que la différence, elle est essentiellement taphonomique? Est-ce que ça vient simplement du fait que c'est mieux conservé à Myosormos qu'à Bérénice à cause de la pluviométrie, ou est-ce qu'il y a une autre raison? Parce qu'on s'attendrait à l'inverse en pratique. Oui, c'est vrai. Je crois que pas tant la conservation que la méthode d'échantillonnage, qui me semble a été beaucoup plus large à Myosormos, peut conduire aussi à des différences de spectre entre les deux sites. Et l'étude à Myosormos a été faite sur un nombre vraiment très conséquent de végétaux, ce qui est aussi le cas à Bérénice, mais dans une moindre mesure. Donc, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Ce que tu as dit, c'est que Mark van der Veen avait fait une sélection à Myosormos. En fait, elle a fait... Alors, on a l'impression que c'est le contraire. Qu'en fait, ils auraient pu sélectionner dans l'étude à Bérénice qu'à En fait, Mark van der Veen, pour sa publication récente, a fait le choix de s'intéresser uniquement aux plantes, ce qu'elle appelle plantes économiques. Donc, elle a laissé de côté... Quand je dis qu'elle a fait une sélection, c'est qu'elle a laissé de côté toutes les plantes sauvages. Et c'est tout. Tellement la richesse était énorme. Donc, elle a fait le choix de s'intéresser aux plantes, oui, ce qu'elle appelle plantes économiques. En revanche, à Bérénice, le travail a été fait sur l'ensemble des plantes retrouvées, donc à la fois les plantes économiques, plantes sauvages, mais il me semble sur un échantillon sur un plus petit nombre d'échantillons. Éventuellement, des différences de conservation peuvent rentrer en compte. Ce qui est sûr, c'est que, non, bien sûr, à Myosormos, les restes sont de toute façon mieux préservés. On retrouve des choses qui n'ont pas été retrouvées à Bérénice, notamment tout ce qui est feuilles, des choses qui sont généralement pas retrouvées en archéobotanique. Et là, à Myosormos, on a des exemples de fruits pressés, de feuilles d'artichaut, de queues d'aubergine, enfin, des choses qui ne sont pas retrouvées à Bérénice. Et donc là, au-delà de considérations réelles, on peut penser qu'un problème de conservation a pu jouer. Et donc, dans le même ordre d'idée, quel est l'état des recherches archéobotaniques en Inde, par exemple? Parce qu'il est intéressant, ça serait de comparer avec ce qui se trouve par là-bas. Est-ce qu'il y a l'équivalent de ce que nous faisons sur nos chantiers? Est-ce qu'il y a des collaborations qui se dessinent? Est-ce que vous allez travailler en Inde? Est-ce que vous envisagez de bâtir une banque de données générale où chacun puiserait la matière d'une synthèse? Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Alors, il y a une forte tradition archéobotanique en Inde qui est menée à la fois par des chercheurs locaux et également par pas mal de chercheurs anglais. Alors, les collaborations se font et certains, c'est notamment le cas de Dorian Fuller, qui est un archéobotaniste qui travaille à Londres, certains travaillent sur à la fois le continent africain et le continent indien, ce qui est une prouesse parce que la végétation indienne est vraiment pas la même. Et donc, ponctuellement, je vous l'ai montré pour le coton, ponctuellement, il y a des travaux qui se font et qui permettent d'aller voir ce qui se passe en Inde, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Arabie. Et ces collaborations se font sur des thématiques ponctuelles, ça c'est sûr. Alors, et le petit problème, mais qui est également le cas au Moyen-Orient, c'est que les périodes les plus récentes sont beaucoup moins bien représentées que les périodes anciennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'archéobotanique s'est initialement développé sur des thématiques liées à la domestication des végétaux, donc sur les périodes néolithiques.
et que les périodes récentes, antiques et islamiques, ont fait l'objet d'un intérêt moindre. Et ce qui fait qu'il y a un petit décalage qui s'observe encore actuellement, qui est en train d'être rattrapé, mais c'est le cas en Inde et c'est le cas au Moyen-Orient. Les études sont beaucoup moins importantes pour les périodes récentes. Donc en Inde, on a quelques données, mais pas énormément pour ces périodes antiques. Et est-ce que dans les données qu'on a, est-ce qu'on a une représentation statistique suffisante à partir de l'archéobotanique pour voir une évolution et la valider? Tu l'as montré entre la période antique et la période islamique pour Myosormos. Mais à l'intérieur de la période antique, par exemple, est-ce qu'on peut voir quelque chose? Est-ce que Keppers, par exemple, a eu les moyens de voir la montée en puissance des importations de poivre et leur diminution ou non au cours de l'Antiquité tardive à Bérénice? Est-ce que on a désormais une base suffisante pour prouver ces évolutions, ou est-ce qu'il faut encore échantillonner? Alors, oui, en théorie, l'archéobotanique permet de répondre à ces questions-là, et notamment de voir des évolutions de proportions, et donc réfléchir sur des quantités, même si le passage de données retrouvées sur le site archéologique à une image réelle d'évolution est un passage pas facile à faire et qui doit être fait avec beaucoup de précautions. En théorie, cette démarche, elle est possible. Et elle se fait, mais pour l'instant, en ce qui concerne le désert oriental, déjà les échantillons sont ciblés surtout sur une période. Bon, c'est pas le cas à Myosormos, mais donc les évolutions sont plus difficiles à percevoir. À Bérénice, en ce qui concerne le cas du poivre, là on se confronte à un autre problème qui est celui que c'est un peu difficile de voir une évolution dans la mesure où les grains de poivre qui ont été retrouvés correspondent à une concentration. Ça a été retrouvé dans un endroit précis et ça correspond à un dépôt précis qui a eu lieu à un moment précis. On en retrouve durant l'Antiquité tardive, mais c'est délicat de comparer une concentration, donc en l'occurrence c'est des grains de poivre qui ont été trouvés dans un dolium, à des grains épaisses retrouvés par ailleurs pour une autre époque. Donc, c'est sûr qu'il faudrait éliminer cette grande concentration, voilà. Comme on le fait d'ailleurs lorsqu'on fait des études ailleurs. Oui. On voit bien que quand on a un ensemble, par exemple un grenier à brûler, évidemment on ne peut pas en tenir compte. C'est la représentation à l'intérieur des niveaux d'habitation qui compte. Est-ce que là, il y a suffisamment de matière aujourd'hui pour le faire? Non, enfin pour le poivre, non. Et plus généralement, je dirais que plus il y aura d'études et plus cette démarche elle sera facile. On peut commencer à le faire, mais il y a un biais statistique encore trop fort. Et par exemple, en ce qui concerne la consommation des épices, il y a des travaux très intéressants qui se font actuellement en Europe et qui travaillent justement sur ces mentions archéobotaniques d'épices, de produits exotiques sur des sites européens, et plus particulièrement en Angleterre. Et les données archéobotaniques sont telles qu'on peut avoir vraiment des visions très précises de la présence de produits exotiques liés à tel ou tel type de contexte. Mais j'en ai discuté donc avec la personne qui s'occupe de ça, et elle travaille sur des quantités vraiment énormes de restes végétaux, ce qui est pour l'instant pas possible de faire dans le désert, même si donc, les données s'accumulent et je ne doute pas que ce sera envisageable un jour, mais pour l'instant, on n'en est pas à ce niveau-là. Et donc, si on prend l'exemple précis qui pourrait être le cas du riz, la question se pose de la même façon. Bon, il est fréquent à Bérénice, où d'ailleurs il était attesté par le périple de la mer Érythrée. Il semble plus rare à Myosormos. Est-ce que ça, c'est un biais lié à la conservation? Ils ont émis l'hypothèse qu'il était surtout mangé par des Indiens résidents, mais est-ce qu'on en connaît des importations dans le reste du monde romain, notamment en Occident, notamment à Rome? Et enfin, on en a trouvé quand même un grain, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui montre que ça circule dans le désert. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une certaine diffusion dans l'armée, ou est-ce que c'est un hasard, ou en tout cas on ne peut rien dire pour l'instant?
Axérol, apparemment, tu n'en as pas trouvé encore? Non, j'aimerais bien. C'est pas bien du tout. Non, pas et effectivement, le seul site pour l'instant dans intérieur où il a été trouvé, c'est celui de Didimoy. Et donc un grain, bon, c'est un peu dur d'échafauder des théories là-dessus, mais en tout cas, on en a. Alors, je pourrais pas de tête mentionner les sites où le riz a été retrouvé ailleurs. En tout cas, on sait qu'il pouvait circuler à l'époque romaine dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Sur le territoire nabatéen, on n'en a aucune trace. Et donc, le statut du riz durant l'Antiquité est un peu difficile à percevoir, et pour l'instant, il est juste vu comme une céréale importée, consommée ponctuellement. Effectivement, peut-être par des commerçants indiens, c'est le cas peut-être à Bérénice, mais également par d'autres types de populations. C'est un produit qui pouvait être, qui circulait en tout cas. Ça, mais comme un produit de luxe. Probablement, dans l'état actuel des données, c'est ce qui est supposé. Et là, il a également été trouvé très récemment en péninsule arabique orientale aussi, et c'est le statut qu'on lui prête, produit de luxe. Ce qui semble être moins le cas, comme je disais, à l'époque islamique. Je me souviens que Thomas Fauchet voulait poser une question. Alors, les comparaisons entre un petit fortin comme celui de Xéron Pélagos et les sites sont envisageables. Pour les données Archébotin, on réfléchit en proportion de toute façon. Donc, à partir des données existantes, on va pouvoir dire tel produit est représenté en proportion selon une telle proportion sur le site de Xéron, selon une telle proportion sur le site de Myosormos et de Bérénique. Et ça, on va pouvoir comparer ces proportions en gardant en tête qu'on a affaire effectivement à un petit fortin d'un côté et puis à un gros port de l'autre côté. Mais ces données-là, elles ne vont pas permettre de dire, de donner une idée des quantités, puisque le biais taphonomique est trop important. Les données qu'on a à disposition ne sont pas un reflet des données de l'Antiquité. On peut juste parler de représentativité, de proportion, mais on n'a pas un accès direct aux quantités transportées. Ça, puisque le biais du temps fait qu'on a une image vraiment biaisée de l'ensemble végétal disponible. Mais en revanche, effectivement, les comparaisons en termes de proportion et de représentativité sont envisageables. Et c'est un travail. Je ne vous en ai pas parlé parce que ce travail il n'est pas encore réalisé. Ça demande vraiment une étude conséquente. Il faut surtout accumuler plus de données, je pense. Oui. Mais dans le même ordre d'idée donc du biais taphonomique, je suis frappé que les produits les plus importants du commerce arabique, c'est-à-dire les résines odoriférantes, ne laissent absolument aucune trace, puisqu'évidemment on importe les résines et pas les végétaux. Qu'est-ce que l'archéobotanique pourrait aider là-dessus, ou est-ce qu'on devra toujours se contenter d'indices indirects comme ceux qui ont été avancés par Peacock lorsque, trouvant à Myosormos des pierres de basalte, il a réussi à déterminer qu'une partie de ces pierres servait de lest dans les bateaux qui ramenaient des résines qui sont relativement légères, et donc il a pu déterminer qu'une grosse partie de ces pierres de basalte venait de la région de Cannet et une partie plus faible, à peu près 30%, venait d'Aden. Est-ce qu'il n'y a aucun espoir pour que l'archéobotanique donne un résultat quelconque sur ces questions? Oui, ce serait bien. Mais jusqu'à présent, effectivement, on n'a pas trouvé de graines correspondant à l'arbre dont est tirée la résine d'encens. Donc, les seules perspectives envisageables, c'est qu'on puisse les trouver sur les lieux où ces arbres poussent naturellement, donc que ce soit
en Arabie du Sud ou sur la corne de l'Afrique, où les études archéobotaniques sont encore peu développées. Potentiellement, pourquoi pas envisager le transport de graines ou de bois de ces essences qu'on pourrait retrouver sur le site, mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été prouvé. Et la seule possibilité qui se vérifie est celle de l'étude des résidus organiques et la détection par la chimie. Et il y a des études récentes qui ont mis en évidence effectivement la présence de résine d'encens en Arabie. Pour l'Égypte, je pense que ça a déjà été fait aussi. Mais donc c'est la seule voie envisageable actuellement. Et l'archéobotanique donnera peut-être moins de réponses sur ce sujet. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais rien trouvé allant dans ce sens. Donc, Sur un plan plus technique, j'ai une question qui m'a été demandée par Hélène Cuvigny, qui s'interroge sur le problème de l'orge, puisqu'il semblerait qu'il faille écraser l'orge ou le faire germer pour que les grains d'orge puissent être utilisés comme nourriture pour les animaux, sinon une grande partie du potentiel énergétique disparaît, enfin n'est pas utilisé par l'animal et donc se retrouve effectivement dans les crottes. Est-ce qu'on a une idée des pratiques qui étaient faites, c'est-à-dire est-ce que dans les grains d'orge que vous trouvez, est-ce qu'il y en a qui sont germés éventuellement et d'autres qui sont cassés, qui permettraient d'attester cette pratique qui permet de mieux nourrir les animaux, ou est-ce qu'au contraire la variété utilisée ne le nécessitait pas? Est-ce que c'est une question sur laquelle vous avez pu travailler? Non. Enfin, et justement, encore une fois, cette comparaison, cette information venant des textes et puis les données archéobotaniques est intéressante parce que jusqu'à présent, moi j'ai pu étudier quelques coprolites venant du site de Xéron. Ce travail il a été également fait par Marieke van der Veen à Myosormos dans des proportions beaucoup plus importantes, où elle s'est à la fois intéressée d'éjections venant d'ânes et de déjections venant de dromadaires. Et ce qui est intéressant, c'est que, à ma connaissance, les grains retrouvés sont entiers et sont avec les enveloppes. Et donc, ce qui va à l'encontre de ce qu'Hélène Cuvigny a pu déceler dans les ostracas, donc qui montre cette utilisation de grains broyés, aplatis, donc qui est débarrassé des enveloppes. Donc ça, c'est quelque chose qui serait... Je ne crois pas qu'elle trouve ça dans les ostracas. Je crois que c'est la pratique actuelle où on s'est rendu compte que ça permet aux animaux de mieux digérer, donc de mieux profiter de la nourriture. Et donc la question, c'est de savoir si cette pratique était faite dans l'Antiquité ou est-ce qu'il y avait un gaspillage, en quelque sorte, de l'orge par une moins bonne utilisation. Oui. Et alors peut-être, mais gaspillage, ce serait étonnant. Mais et après, il faut juste voir de quelle orge il s'agit actuellement, puisque les orges regroupent un ensemble d'espèces et de variétés variées. Et celle qui était présente dans l'Antiquité et pas forcément celle que l'on retrouve actuellement. Donc ce sont toutes les deux des orges vêtues, peut-être aux propriétés différentes. C'est vraiment une question à creuser, en tout cas. Et bon, continuons un peu dans la série des végétaux. À Myosormos, c'est vraiment du citron qu'on a trouvé et pas du citrus. Est-ce qu'on sait, je sais que c'est une question qui est très débattue à l'heure actuelle, est-ce qu'on sait à partir de quand le véritable citron est implanté, arrive en Méditerranée? Je me souviens que dans des fouilles que nous avions menées il y a quelques années à Cumes, nous avions trouvé, pour l'époque classique grecque, des pollens qui étaient plutôt du citrus. Quelle différence y a-t-il? Est-ce qu'on voit véritablement aujourd'hui arriver le véritable citron et à quelle date? C'est encore quelque chose qui est difficilement perceptible.
à Myos-Hormos, il y a deux types de citrus qui sont mis en évidence, quelque chose qu'on dit citron et l'autre citron vert. L'un est présent à l'époque romaine, mais est interprété comme une importation depuis l'Inde. Pour l'époque islamique, la question est en tout cas, l'auteur l'interprète comme une importation depuis la vallée du Nil. Et actuellement, il y a toujours un travail en cours de détermination de l'espèce à partir des graines, ce qui est un travail vraiment difficile à faire. Et donc, il y a une révision de l'ensemble des données qui ont été trouvées ces dernières années, qui mettent en évidence parfois des erreurs d'identification ou des imprécisions qui mériteraient d'être mieux identifiées, mieux précisées. Et donc, ce qui est, pour l'instant, on sait que le citron arrive en Europe au sens large durant l'Antiquité. Et en ce qui concerne les processus d'introduction, c'est des phénomènes qui sont peu visibles et peu compris pour l'instant. Et est-ce que dans les pollens, on arrive à distinguer les diverses sortes d'agrumes? Et je ne crois pas, justement. C'est bien ça le problème. C'est que je ne suis pas du tout compétente dans la matière, mais il me semble que l'identification se fait en citrus sp, donc vraiment le genre, et pas du tout l'espèce. Donc c'est bien là le problème. C'est qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de la famille du citron, mais sans pour autant savoir de quelle espèce il s'agit. En revanche, l'étude des graines peut justement apporter des informations plus précises à ce sujet, puisque la différenciation peut se faire de manière plus précise. Et il y a justement un travail en cours sur cette question, donc sur l'introduction du citrus en Méditerranée, donc prenant en compte l'ensemble des découvertes du bassin méditerranéen au sens large, aussi bien Méditerranée occidentale que l'Égypte. C'est un programme, c'est une action ANR? C'est un programme ANR qui est mené par Véronique Materne et Sylvie Coubray, qui est en cours. Bon, attendons les résultats et passons encore à un autre produit qui m'intéresse parce qu'il est directement lié à la production des parfums. Je suis frappé que vous ne trouviez jamais de noix de benne dans vos recherches. Or, les analyses que j'ai fait faire sur un certain nombre de petits vases, de conteneurs qui viennent des forts du désert oriental montrent qu'ils contenaient de l'huile de benne. Comment vous expliquez le fait qu'on n'en trouve jamais alors que c'est un produit à peu près local quand même? Oui, et ça c'est vraiment encore un point, un obstacle, je dirais. C'est effectivement, on n'en a pas trouvé, et c'est pareil sur le territoire de la Materne, c'est la même chose. C'est un produit qu'on sait commercialiser à cette époque, et jusqu'à présent, les données archéobotaniques sont muettes à ce sujet. Alors, je pourrais évoquer éventuellement des difficultés de conservation. C'est une graine oléagineuse. Les graines oléagineuses se conservent mal en général. Mais comme vous l'avez vu, il y a des graines oléagineuses qui se conservent. Donc, pourquoi les noix de benne ne sont jamais retrouvées, c'est une question malheureusement à laquelle je peux pas répondre. Mais alors, restons sur les graines oléagineuses. Tu as dit qu'on en trouve dans plusieurs sites, notamment dans les ports. J'ai peine à croire qu'on ait fait l'huile dans ces lieux. Ça paraît complètement anti-économique et irrationnel, donc on devait la faire plutôt dans la vallée et exporter le produit. Donc, comment pourrait-on expliquer qu'on ait ces graines? Est-ce qu'on peut penser qu'on cultivait sur place? Si on exclut l'idée qu'on charriait les graines pour faire l'huile sur place, ou est-ce que c'était des graines qui étaient exportées dans l'autre sens? Est-ce que ça a un sens de penser qu'il y avait une exportation dans le sens Égypte-Inde? Je dirais que ça a un sens.
Oui, ça a un sens. Et là, dans ce cas, ce serait bien de pouvoir trouver des graines méditerranéennes en Inde, ce qui, pour l'instant, il me semble, n'est pas le cas. Donc il y a cette hypothèse-là de circulation dans l'autre sens. Si l'hypothèse d'une production d'huile locale peut être écartée, dans ce cas, oui, ce qui est certain, c'est qu'il y a des petits jardins locaux qui sont aménagés, donc ce qui expliquerait la présence de certaines graines. Et une autre possibilité dont je vous avais parlé, mais qui a été avancée par Marieke van der Veen, c'est la consommation de graines germées, qui pourrait être une consommation tout à fait envisageable, puisque ça permet d'avoir accès à des produits frais qui peuvent être faits localement. Les graines germées, il suffit de mettre un tout petit peu d'eau et au bout de quelques jours, on obtient ces germes qui peuvent apporter un complément intéressant à l'alimentation de base. C'est une des hypothèses envisagées, effectivement, pour ces graines dont la présence pose question. Et lorsqu'on imagine le trafic et le commerce des autres fruits, je pensais par exemple aux abricots, aux pêches, etc., quel est à l'heure actuelle l'état de la question? Je crois qu'il y a notre vision est faussée beaucoup par les problèmes de conservation. Il me semble qu'on en trouve dans à peu près tous les ports de la Méditerranée à l'époque impériale, lorsqu'on a de bonnes conditions de conservation, lorsque les végétaux sont conservés dans la nappe phréatique. Est-ce qu'on peut voir désormais d'où ils viennent quand ils sont acclimatés, et est-ce que c'est un commerce des fruits ou plutôt un transport, une acclimatation des arbres? Alors pour les pêches abricots, on en trouve effectivement dans l'ensemble de l'Empire romain, en général, et pour l'instant dans des contextes assez précis. Et moi j'ai travaillé sur cette question donc sur le territoire nabatéen, mais pour des époques variées, comprenant à la fois les époques nabatéennes, romaines et puis antiquité tardive. Et systématiquement, et là on a peut-être un biais de conservation, mais je pense surtout qu'on a des informations précises sur le statut des fruits, on les trouve systématiquement associés à des contextes funéraires ou à des contextes résidentiels qui peuvent être qualifiés de luxueux, ou sur des sites militaires, enfin des lieux vraiment particuliers, et jusqu'à présent il n'a jamais été retrouvé en contexte résidentiel commun. Et ce qui fait penser que ces fruits avaient vraiment un statut de produits luxueux ou réservé à une certaine partie de la population à cette époque. Et plus généralement, à chaque fois, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui se passait en Europe, et c'est la même chose. C'est vraiment toujours associé à des contextes précis. Et si l'hypothèse de la préservation peut être avancée, il me semble vraiment qu'on a un statut particulier de ces fruits. Et une question qu'on se pose depuis des années, et c'est à savoir, est-ce que ces espèces sont déjà introduites ou est-ce qu'on a un transport? Alors si on envisage l'hypothèse du transport, il faut se demander comment les pêches, surtout, enfin les abricots qui sont des fruits qui résistent peu au transport, peuvent subir des distances aussi grandes. Il a été suggéré un transport de ces fruits sous forme sèche, séchés avec le noyau encore à l'intérieur. Et c'est des choses qui sont encore observées aujourd'hui dans certaines régions. Je me souviens plus où c'était, mais en tout cas où il a été montré que ces fruits peuvent être transportés secs avec le noyau encore à l'intérieur. Et pas comme ce qu'on voit sur les étals de marché où là les pêches séchées sont sans noyau. Là, il peut y avoir cette hypothèse donc de transport de fruits secs avec le noyau à l'intérieur. Ou alors, et moi c'est ce que je pense pour le territoire nabatéen, une introduction de ces fruitiers et une petite production locale sous forme de jardinets. Par exemple, à Petra,
les analyses qu'on a pu mener récemment tendent vers cette hypothèse de culture locale d'arbres fruitiers répondant à un besoin bien précis pour quelques personnes sur le Parce que vous trouvez du bois aussi. Non, on ne trouve pas de bois. Et là, on ne sait pas qu'on ne trouve pas de bois, c'est que les fruitiers, donc en ce qui concerne le pêcher, l'abricotier, le bois n'est pas distinguable, n'est pas identifiable à l'espèce. Donc on trouve juste ce qui fait partie de la famille, du pêcher et de l'abricotier. Mais on ne peut pas dire s'il s'agit de ce type de bois précis. Donc là encore une impasse, mais qui mériterait d'être dépassée. Je vois que vous avez encore beaucoup de travail dans beaucoup de domaines. Nous arrivons au terme de notre séminaire. La semaine prochaine, nous accueillerons Roberta Thunberg, qui est la grande spécialiste des céramiques et qui donnera son éclairage à partir des céramiques importées et exportées depuis les ports de la mer Rouge et depuis les ports de l'Inde, puisqu'elle travaille à la fois à Myosormos et dans certains ports de l'Inde méridionale. Et ça nous permettra donc de compléter notre approche progressive des relations commerciales entre l'Empire romain et l'Égypte à travers le désert. Merci.